On ne peut pas mettre quelqu'un en prison qui n'a droit à aucune visite. Je pèse mes mots, mais tous les détenus, en tout cas proches de PPACI, qui sont à la MACA, n'ont pas droit aux visites. Je m'appelle Patrice Kouté, Kouté Obou Patrice, à l'état civil. On m'appelle le patriarche. Je suis secrétaire général adjoint chargé des détenus politiques, membre de la direction du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, que dirige le président Laurent Gbagbo. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même la première fois, c'est curieux de savoir que dans un parti politique, il y ait un département qui s'occupe des prisonniers. Le président Gbagbo Laurent, quand il a été acquitté, il est rentré en Côte d'Ivoire. Quand il a créé son nouvel instrument, le PPACI, il a pensé à lui-même, en tant qu'ancien prisonnier. Il s'est dit que quand on est en prison, c'est comme tout était coupé. Donc il a créé expressement ce département, donc le secrétaire général adjoint chargé des détenus politiques. Détenus politiques, détenus d'opinion, il y en a en Côte d'Ivoire. Ils étaient 93 avant la dernière marche contre la vie chère, où on a pris 27 autres. Donc, tous ceux-là sont à la MACA. Le rôle d'un secrétaire général chargé des détenus politiques, c'est d'être en liaison avec les familles. Vous savez, la plupart des détenus ont des familles. La plupart, c'est des hommes, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et les détenus aussi, quand ils sont en prison, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes d'avocat, d'assistance, on va dire. Donc le secrétaire général adjoint chargé des détenus politiques fait tout ça. Le secrétaire, il va même plus loin. Il va contacter les organisations des droits de l'homme, comme Amnesty International, comme Global Witness, comme Transparency International, comme les ambassades. C'est un rôle un peu diplomatique, dans l'ombre, pour essayer d'expliquer la vie de ces détenus-là. Voilà. Donc nous sommes la liaison en fait entre les familles, le parti et l'administration. C'est pour la plupart les prisonniers de la crise post-électorale. C'était un bon nombre. Après la grâce présidentielle du 22 février dernier, le président Ouattara a pris la grâce présidentielle. Après cette grâce présidentielle-là, il ne reste que 2 prisonniers de la crise post-électorale. Le sergent Tokpa Marcel et le commandant Seka Anselme. C'est les 2, au jour d'aujourd'hui, hommes de loi, on va dire des militaires et policiers, donc des corps habillés qui sont encore détenus. À part ces 2 détenus de la crise post-électorale 2011, il y en a d'autres de 2013, 2020, 2022, jusqu'à hier à la marche, jusqu'à 2024. Leur chance d'être libérés, beaucoup de détenus sont jamais passés devant un juge. Ils sont incarcérés, ils ne passent pas devant un juge. Comment on peut les libérer? C'est en quoi notre rôle est aussi prépondérant. Nous essayons de réveiller un peu les cas. Le sergent Tokpa Marcel, par exemple, devrait être libéré depuis longtemps, avec les différentes grâces présidentielles qu'il y a eu. Mais il y a eu une erreur sur son nom, d'après l'administration pénitentiaire. Une erreur entre les consonnes et les voyelles composant son nom. On ne sait pas. Ça, c'est le mystère. Il est encore là. Il a des enfants derrière lui. Le détenu Loba David est dans le même cas. Il va être libéré depuis, on dit c'est les mêmes erreurs. Donc on ne comprend pas. Donc nous, c'est de tout ça que nous parlons. Nous essayons d'expliquer ça aux hommes de droit pour que les cas soient complètement sortis et reviennent devant un juge. Voilà ce que nous faisons. Donc leur libération, ce n'est pas parce qu'ils vont passer devant un juge, mais c'est purement
en réveillant le cas, en parlant aux organisations de droits de l'homme, en parlant aux avocats. Et c'est comme ça que les choses peuvent changer. Sinon, ils sont en prison et il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Oh, les quelques rares fois que nous sommes allés leur rendre visite, vous savez, tout se paye en prison. C'est-à-dire que pour manger, vous payez, parce qu'il n'y a pas de réfectoire. Pour dormir, vous payez. Donc si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas, comme on dit à Abidjan, vous n'avez pas un peu, vous êtes à la merci de beaucoup de raquettes. Et beaucoup d'entre eux sont fragiles. Il y en a qui sont malades, qui ne peuvent pas se soigner. Vous savez, ce que j'ai remarqué, au niveau de la MACA, par exemple, quand un détenu est malade, on demande l'autorisation du ministre de tutelle pour le faire évacuer. Et l'autorisation peut durer entre 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ça, c'est impensable. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison qui n'a droit à aucune visite. Je pèse mes mots, mais tous les détenus, en tout cas proches de PPACI, qui sont à la MACA, n'ont pas droit aux visites. On peut se présenter au parquet et on y va pour demander un billet de visite. On vous fait asseoir là toute la journée, on ne vous donnera jamais un billet de visite. Donc, ce que nous faisons, nous avons des avocats que je voudrais remercier de passage, ce sont ces avocats-là qui ont droit à aller voir quelques détenus. Pas eux tous, parce qu'ils sont une centaine. Et c'est tout ça qui est déplorable. Je prends le cas de Steve Biko. Steve Biko, qu'on appelle le Mauritanien, l'ouragan. Ils sont allés le prendre, le pouvoir aller le prendre en Mauritanie, dans le groupement présidentiel. Au début, on ne savait pas où il était. Je suis allé avec l'avocat à la DST et à Sebroko. On ne savait pas ses traces. Et c'est quand le président Gbagbo a pris la parole lors d'une cérémonie qu'a organisé le maire de Lakota, le prince Arthur Dali, que je salue de passage, quand le président disait j'ai pris la parole pour dénoncer, pour dire mais où est donc le petit Steve Biko? Qu'a-t-il fait pour qu'un avion expressément se déplace de Grumman? On le cherchait en Nouakchott pour le faire venir. C'est au lendemain du discours du président Laurent Gbagbo qu'on a su que le camarade Steve Biko était à la MACA. Voici quelqu'un qui était en isolement et à qui il est difficile de parler. Il est difficile de visiter. Nous sommes ici pas pour incriminer qui que ce soit, mais nous disons que quand il y a les droits de l'homme, il faut que cela s'applique à tous les citoyens. Voilà. Nous alertons le pouvoir public de ce qu'un prisonnier a besoin d'un minimum. Il a besoin de visites, il a besoin de santé, il a même besoin de s'instruire. Les familles s'arrangent, font défiler certainement quelques vivres via le circuit normal. C'est-à-dire les familles arrivent avec les vivres et avec les noms des détenus, leur bâtiment, etc., etc. On fait passer, par exemple, un morceau de savon ou bien la pâte dentifrice pour que cela leur arrive. Voilà. Et ça, ce n'est pas comme ça en Europe. En Europe, un prisonnier a besoin d'une visite. Un prisonnier s'instruit. C'est pourquoi nous autres, les quelques fois où on allait voir le président Gbagbo Laurent à la CPI, au prison de Scheveningen, il était en bonne santé. Il était assis. Quand on vient, on mange ensemble. Il finit de manger, c'est le président. On nettoie les assiettes. Et puis, il vous demande des nouvelles, on parle. Tranquillement. Ici, ça n'est pas le cas. Ici, un prisonnier qui n'a pas 5 francs ne mangera point. Il est à la merci des autres. Et je lui dis, en prison, il y a même un système d'esclavage. Si vous n'avez rien, ben vous travaillez pour ceux qui en ont, pour que vous ayez un petit morceau de pain à manger.
Ça, on ne peut pas accepter. Ou un pays qui se réclame un pays de droit, il faut quand même le minimum dans ce qu'on fait. Alors nous sommes venus ici pour dire au pouvoir public que beaucoup de gens sont en prison depuis 2011. Ils ne sont jamais passés devant un juge. Ce sont des indigents, la plupart. Donc ils n'ont pas de l'argent pour se prendre un avocat. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait en matière de droits de l'homme? Et je voudrais interpréter d'autres organisations de droits de l'homme, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, pour dire que oui, nous avons rendu visite récemment à des familles, le jeudi dernier et le vendredi. Nous sommes allés à Yopougon et nous sommes allés chez un détenu, chez les parents d'un détenu, qui a pris des clous dans son ventre, qui a subi 2 opérations et qui est hospitalisé, enchaîné sur un lit d'hôpital. Et nous a-t-on dit que c'est lors de son arrestation qu'il y a eu, qu'il a pris ses coups de torture, donc des coups dans son ventre. Est-ce que, bon, nous parlons conditionnel, mais est-ce que ça c'est bien? C'est tout ça que nous voulons dire et mettre à la place publique. De ce que, en tension, un prisonnier a un minimum de droits. Attention, un prisonnier a un minimum de droits. Quand on met quelqu'un en prison, ça ne veut pas dire qu'il est dépouillé de tout droit. On le met en prison, on l'empêche de faire ci, de faire ça, mais il a un minimum de droits. Il a le droit de se nourrir, de se défendre, d'être propre et de s'instruire. C'est ça que nous demandons. Oh, merci. C'est une question très pertinente. Voilà. Nous sommes des Ivoiriens. Nous disons que ce pays, on nous l'a dit, c'est un pays où règne un peu de liberté, un peu de droit de l'homme. Une crise s'est apparue en 2011, une crise post-électorale est survenue en 2011. Des personnes ont été arrêtées, d'autres ont été libérées. Nous demandons la clémence. Nous demandons simplement, au nom du droit, au nom de la réconciliation, au nom d'une cohésion sociale, de penser à toutes ces familles. Ces détenus qui ont des familles. Aujourd'hui, beaucoup de familles que j'ai visitées sont complètement désunies. Les enfants sont à Zouaouin, la maman est à Divo. D'autres mamans l'inverse. Un enfant qui n'a aucun parent auprès de lui, qui peut suivre son cursus scolaire. Beaucoup de ces enfants, les enfants des détenus, beaucoup ne sont plus scolarisés. Parce que les parents ne sont plus là. Et même ceux qui ont été libérés hier par la grâce présidentielle, beaucoup ont perdu leur boulot. Beaucoup ont leur compte gelé. Et quand ils sortent de prison, c'est comme s'ils hésitaient encore. Voyez-vous, c'est malheureux. Mais le colonel Oukou Maudit a perdu sa femme. Madame Oukou Pulchéry, elle est décédée. Mais son mari n'a pas son compte serré gelé. La dame, elle est décédée. Son mari était un prisonnier de la crise post-électorale. Il a été libéré le 22 février par la grâce présidentielle. Là. C'est cette même grâce présidentielle que nous voudrions demander au président, aux autorités. De ce que quand on parle de cohésion, quand on parle de vivre ensemble, c'est de ça qu'il s'agit. Vivre ensemble veut dire quoi? Vivre ensemble veut dire qu'on peut vivre avec nos différences. Moi, je peux dire quelque chose qui ne puisse pas forcément plaire à vous, en tant que journaliste, ou à un tiers. Mais la contradiction principale, c'est qu'on est là. On est dans le même pays, on vit sur le même sol, on a le même problème, on est dans le même bateau. Donc, nous demandons simplement
et sans rancœur de ce que tous ceux qui sont en prison là, au nom de cette cohésion sociale, au nom de la paix et de la réconciliation, de libérer simplement ces prisonniers-là, qui pour la plupart n'ont plus rien. C'est ce que nous demandons. Mais depuis que le président Gbagbo est rentré à quitter de la haie, et à chaque prise de parole, si vous êtes journaliste, vous le savez, il a toujours plaidé, il a toujours pris la parole pour demander au pouvoir public de faire libérer les prisonniers militaires et civils. Parce qu'en réalité, il a dit, et je cite, c'est moi qui était le principal acteur, c'est moi qui avais envoyé, d'après vous. Maintenant que je suis libre, moi qui suis le mandataire, pourquoi je suis libre et ce que j'ai envoyé, les mandataires sont en prison. Donc le président Gbagbo fait ce qu'il peut, voilà, parce qu'il connaît la prison. C'est pourquoi d'ailleurs il a créé ce département pour qu'il y ait toute cette relation entre famille, administration et parti. Le président Gbagbo a toujours demandé la libération des prisonniers civils et militaires. À chaque prise de parole, il a toujours demandé, parce qu'il sait que le milieu carcéral est un milieu très très dur. Voilà, très très dur. Voilà. Et je voudrais remercier le président Gbagbo de passage. Merci monsieur le président de nous avoir confié ce département qui est à la fois passionnant et souvent on a des petits remords quand on va voir des familles démunies, désunies. Mais par la grâce de Dieu, on essaie de tenir le coup et nous pouvons apporter ce que nous pouvons. Oh, bon, ça, vous parlez d'une question de l'histoire. Hein. Patrice Coutet, c'est vrai, pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont allés à l'école avec moi, mes camarades, savent que depuis mon jeune âge, hein, depuis au collège d'orientation du plateau, j'ai toujours été devant la scène des associations, des élèves. Nous avons milité à l'époque, parce que le MESI était le seul mouvement des étudiants élèves. Nous avons milité au MESI. En dehors même du milieu scolaire, Patrice Coutet a toujours été dans le milieu des associations, dans les quartiers, etc. Nous avons grandi avec cela. Jusqu'à ce que 1982 arrive et que le président Gbagbo, dans les plantations de Dabou, crée ce qu'on appelle le Fonds populaire ivoirien, bon, dans la clandestinité. Et c'est là que l'éveil de la conscience se fait grandissime. Voilà. Donc, quand 90 arrive, on accorde donc le multipartisme. Je voudrais saluer aussi le président Gbagbo de passage parce que c'est le père du multipartisme, qu'on le veuille ou non. Alors, quand le multipartisme arrive, et quand on voit Laurent Gbagbo, on attend le discours qu'il tient dans les villages, dans les campements, dans toute la Côte d'Ivoire. Bon, on a, en tant que jeune, on a épousé cette idéologie et on a suivi le président Gbagbo. Donc depuis 1982 jusqu'à nos jours, on est avec le président Gbagbo. Alors Patrice Coutet, c'est vrai, bon, militant de base à Morofé, et ensuite qui va en Europe, qui arrive dans un premier temps en Italie, ensuite en France, et après en Angleterre. Mais dans ces différents pays, j'ai été toujours en contact avec les différents représentants du Front populaire ivoirien, du président Laurent Gbagbo, l'ambassadeur Baka en Italie, la camarade Brigitte en France, et quand je suis arrivé en Angleterre, le camarade Abdon Bayeto, qui était à l'époque le représentant de ce parti politique-là. Et donc, quand j'arrive en Angleterre, je prends contact avec la représentation, et par mon dévouement, le représentant me dit, bon écoute, tu vas étoffer donc la commission communication avec Bama Abdou Karim, avec Touré Moussa Zegan et autres. Donc, on travaille au niveau de la commission communication de la représentation. Ensuite, nous créons une section, Londres 1, du Front populaire ivoirien, dont j'étais le le secrétaire général adjoint de cette section-là. Là, nous sommes, on va dire, en 99, 98, 99. Et en 2000, bon, je suis donc secrétaire général adjoint. Quand en 2001, Charles Blé Goudé, que je salue de passage, Charles arrive à dire une conférence à Londres, et puis, bon, moi je viens assister à cette conférence-là, à 113 Lambeth Road, c'est un Novotel,
Voilà. C'est une rue assez connue. Et donc, si je vais assis à cette conférence, et après cette conférence, Charles demande à me rencontrer. Je n'avais pas posé de questions ce jour-là. Hein. J'avais juste levé la main pour faire une petite analyse. Et après, je suis parti. Je crois qu'après mon départ, il a demandé après moi et nous sommes rencontrés après. Et lors de notre rencontre, il me dit, Lègre, on t'appelle Lègre. Il dit oui, il dit, nous allons travailler ensemble. Je dis bon, on va travailler ensemble. Moi, je travaille déjà au Front populaire ivoirien du président Gbagbo, donc je ne peux pas appartenir à deux partis politiques. Et il me dit non, le COGEP, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement de pression, you know. Donc, ce n'est pas... C'est compatible. Je dis, ah d'accord, bon. Comme je suis un militant formé, j'ai dit, bon, j'ai compris, je vais prendre la tâche avec le représentant. C'est comme ça que je prends rendez-vous avec le camarade Georges Abdon Bayeto, chez lui à la maison. Donc, Charles et moi, nous arrivons. Et puis, Abdon nous reçoit, le camarade Abdon nous reçoit, que je salue d'ailleurs, qui est aujourd'hui secrétaire général adjoint chargé des représentations extérieures, extérieures du PPACI. Et il me dit, voilà, il me demande la nouvelle, je lui donne donc la nouvelle. Il me dit, donc, écoutez, il faut aider Charles, il faut aider ton petit frère, il faut l'aider. C'est le mot qu'il a utilisé. Que ce qu'il dit, ce que le COGEP fait là, c'est ce que le Front populaire ivoirien de Gbagbo ne peut pas faire, ne peut pas dire. Donc, et c'est comme ça que je mets donc toutes mes activités du Front populaire ivoirien de Gbagbo en 2001 pour m'occuper, n'est-ce pas, du COGEP. Alors je propose un plan de travail, un plan stratégique de travail à Charles. Ben, il me dit, il dit, alors je t'écoute, je dis, bon, on va essayer d'investir les représentations du COGEP en Europe. Il dit, mais comment on fait ça? Ça demande un peu de sous. Je dis, ben oui, mais je travaille, moi, je peux faire cela. Il m'a dit, ok. Donc il m'a donné l'autorisation. C'est comme ça que j'ai fait d'abord le tour d'Europe. J'ai fait des déclarations dans un premier temps. Et puis, parce qu'on était en pleine... Et là, 2002 arrive. Voilà. 2002 arrive, il y a une crise, il y a donc une rébellion en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo est complètement dans toutes les négociations sur la planète. Pour Togo, Afrique du Sud, etc. etc. Nous, en tout cas mon équipe et moi, nous prenons le relais pour le Foreign Office, c'est-à-dire l'équivalent des affaires étrangères, la West African Desk, c'est-à-dire que le Parlement britannique, mais la section Afrique, le Quai d'Orsay en France, les Nations Unies, voilà. Donc je crée pratiquement un réseau pour que la voix, n'est-ce pas, du président soit entendue. Et donc c'est comme ça que après l'installation, Charles même il était là en France. Je voulais d'abord saluer tous mes camarades du COGEP aujourd'hui dans les différentes représentations. Je ne pourrais pas citer eux tous, mais je voulais saluer Jean-Claude qui est mon premier camarade que j'ai investi d'ailleurs. Après Zap Crasso en France et les autres. Je voudrais vous saluer. Et donc après tout ça, Charles me dit, bon écoute Patrice Lègre, bon, comme tu as fait tout ça, je te nomme président de COGEP Europe, tu vas coordonner les activités de représentation. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Avant la crise de 2002. Voilà, ça c'est... là, on était maintenant en pleine crise. Là. Après, moi, je connais Charles en 2001 et quand la crise arrive en 2002, c'est moi-même qui l'appelle. Il était à Manchester parce que n'oubliez pas qu'il avait une bourse présidentielle pour venir étudier à Manchester. Et donc, c'est moi qui lui donne l'information selon laquelle les institutions de la République de Côte d'Ivoire que Gbagbo Laurent incarnait sont attaquées. Et il me dit, ah oui, mais Patrice, attends, j'appelle Abidjan et puis je te reviens. Donc il appelle, il confirme. Voilà, Charles, il quitte Manchester, il arrive à Londres, chez moi, à Sixmore House, dans le sud de Londres. Et là, il me demande de convoquer quelques leaders des associations des Ivoiriens en Angleterre. Et donc Georges Bélignon et l'autre, je les convoque chez moi. Et on décide qu'on doit apporter une voix de Gbagbo. Et donc c'est comme ça que les choses vont vite. Et donc à partir de là, on prend ce qu'on appelle de la carapace, on prend du volume. Du coup, il faille qu'on aille de l'avant. Et c'est comme ça que la voix du COGEP, portée par Charles Blé Goudé,
envahi l'Europe. Oui, il a tout de suite pris, quand il est venu, après cette réunion qui s'est tenue chez moi à Six More House, il a tout de suite pris le devant de la chose. Il m'a dit, écoute, moi je dois rentrer, c'est comme ça qu'il m'appelle, hein. Je dois rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'en réalité, la bourse que j'ai obtenue pour venir étudier, c'est le président Gbagbo qui me l'a donnée. C'est une bourse présidentielle. Donc, si je finis, si je poursuis mes études et que je finis mes études, s'il arrive en Côte d'Ivoire qu'aucune institution n'est en place, je vais travailler où? Donc, je décide, c'est comme ça qu'il décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Et donc, nous nous mettons d'accord et nous nous débrouillons comme on pouvait pour qu'il regagne Abidjan. Et quand il est venu, bon, il a créé l'Alliance des jeunes patriotes. Je crois que ça se trouve à la Cité Rouge, non loin d'ici. Et c'est comme ça que les Tapécoulou Laurent et tout cela ont fait ce bloc-là pour créer l'Alliance des jeunes patriotes pour le sursaut national. Hein. Voilà. Le parrain était le président Fologo de Passage, paix à son âme. C'est comme ça que la résistance commence. Pendant que l'Alliance des jeunes patriotes travaille sur le terrain ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, nous, membres de la diaspora, nous nous organisons pour des marches pour la libération de la Côte d'Ivoire, devant le Parlement britannique, devant le Quai d'Orsay, devant l'Élysée, enfin, dans toute l'Europe, puisqu'il y avait déjà des représentations dans ces pays. En Suisse, on avait une représentation, en France, on avait une... Donc, de concert, on a commencé à envahir non seulement les institutions internationales, et aussi les droits de l'homme, mais on a commencé à envahir les parlements pour dénoncer ce qu'on pouvait dénoncer. Parce que quand on attaque une institution nuitamment, c'est le 19 septembre, c'est une triste date, 19 septembre 2002, quand on attaque les institutions nuitamment comme ça et qu'il y a mort d'hommes, nous dénonçons ça aux Occidentaux, d'après, enfin, à ceux, aux pères de la démocratie, soit. Donc, et ça a été bien accueilli, parce que des forums jusqu'aux Nations Unies, on était bien accueillis. On nous ouvrait les portes et on expliquait la crise de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo n'appelle personne pour venir sauver, pour venir intervenir dans ce que vous connaissez là. Non, non, non. C'est nous-mêmes, en tant qu'acteurs en Europe, c'est nous qui décidons que la réunion se tient chez moi. Et Charles est là, quelques leaders de la communauté ivoirienne en Angleterre, quelques leaders sont là. Et nous décidons ça. Mais ce soir, là, Charles décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi il rentre en Côte d'Ivoire? Il rentre en Côte d'Ivoire pour défendre les institutions de la République que le président Gbagbo incarne. Parce que c'est le président Gbagbo qui lui a donné sa bourse. Donc nous participons à ça pour l'accompagner. Et c'est ce que nous avons fait. Donc pendant que nous étions ici, en train de résister, nous étions, nous faisions pas de grue, des pieds de grue, j'allais dire, devant les institutions, devant les parlements, etc., pour faire passer la voix de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui s'est passé. Pendant tout ce temps, le COJEP s'organise autrement, hein, s'organise. Tous les leaders, des jeunes leaders africains qui l'invitaient, ici en Côte d'Ivoire, en tant que COJEP Europe, je représentais mes camarades. Donc j'étais là souvent. En 2004, on a vu devant l'hôtel Ivoire, sur le pavé de l'hôtel Ivoire, on a vu, et les chars étaient jusqu'à chez le président Gbagbo. Donc ça, l'Alliance des jeunes patriotes n'a rien compris. Pourquoi des chars sont stationnés devant chez le président? En réalité, il était venu le déloger, hein, selon, au jour du jour, on le sait, tout le monde le sait. Chirac avait déjà donné l'ordre de déloger le président Gbagbo. Donc ça, les jeunes de Côte d'Ivoire, c'était l'appel de Charles Blé Goudé. Les jeunes de Côte d'Ivoire, quand tu mens, il faut arrêter de maquiller, etc. Donc ça, c'était plus les jeunes patriotes seulement, c'était les Ivoiriens qui sont venus pour défendre le palais et son locataire. Donc, et ça, bon, malheureusement, ce jour-là, il y a quand même mort d'hommes, beaucoup de jeunes ont été tués. Je voudrais, saluer la mémoire de tous ces jeunes braves combattants et saluer leurs parents. Voilà. Je veux dire qu'à partir de 2004, la lutte change parce qu'elle est devenue très brutale, très rude et mortelle. Du coup, la France désigne Laurent Gbagbo comme le principal adversaire. Donc il faut le déloger à tout prix. Mais ce qu'ils n'ont pas réussi depuis 2002,
C'est ce qui a abouti en 2011. En 2011, tous les médias disaient, bon, il y en a qui ont fait des sondages, le président Gbagbo va, n'est-ce pas, il sortirait vainqueur de tous les sondages, etc. etc. C'était en fait pour le pousser à ce qu'il vienne, ce qu'il organise les élections. On a vu, bon, les envoyés de Nicolas Sarkozy jusqu'à l'ancien ministre de l'Intérieur qui est venu jusqu'à Yamoussoukro. On est venu mettre en confiance le président Laurent Gbagbo. On lui dit, bon, monsieur le président, vous organisez les élections, dans tous les cas, voici les sondages. Le président Gbagbo, qui a toujours cherché la paix, recherché la paix, voilà, qui a toujours réuni les Ivoiriens. C'est-à-dire, quand bien même que le pays était coupé en deux, ben, le président Gbagbo, c'est-à-dire que tout ce qui était dans le sud payait aussi ce qui était dans le nord, parce qu'il y avait la zone CNO, n'oubliez pas. Donc on nous a parlé de l'électricité, de l'eau, etc. Le président, le gouvernement s'occupait de tout ça. Et donc, le président Gbagbo accepte d'aller aux élections, selon la Constitution. Et donc, pendant que, bon, ça aussi, on ne va pas réveiller les vieux démons, mais c'est la vérité historique. Pendant qu'on attend les résultats par la commission électorale indépendante, il y a d'autres officines qui annoncent les résultats. Et puis, bon, patatras, tout ce qu'on connaît arrive. Et donc, il y a deux gouvernements. Il y en a un gouvernement du Golfe, puis un gouvernement de la République. Bon, on sait les dénouements, hein, on sait les dénouements. Le président Gbagbo est donc capturé. Ils l'ont déporté d'abord à Korogo, ensuite à La Haye, Manu Militari. Et la première prise de parole du président Gbagbo à la CPI dit on ira jusqu'au bout. Et parce que le dossier était complètement creux, vide. Donc on allait jusqu'au bout. Mais pendant ce temps, la lutte, ça je vous le savez, vous êtes journaliste, la lutte se déplace. C'est-à-dire que quand on capture le président Gbagbo ici à Abidjan, quand il est déporté à Korogo, ensuite en Europe, toute la lutte se déplace maintenant, mais à La Haye. Voilà. Avec quelques soubresauts quand même à Paris, mais c'est à La Haye. Tous les week-ends pratiquement. Tous les week-ends pratiquement. La petite ville de La Haye, qui est une ville balnéaire, il n'y avait plus de place dans les hôtels. Il y avait plus de... Les restaurants étaient bondés de monde. L'économie de cette petite, j'allais dire bourgade, a commencé à être prospère. Les tam-tams, les bruits, casséroles, les gens venaient de partout, femmes, hommes, jeunes, vieux, tout le monde y était. Et le président Gbagbo nous attendait, criait. Quand il était dans cellule, il attendait ce que nous disions. Et ça lui a donné un peu de courage, beaucoup de courage. Voilà. Donc, quand le président Gbagbo arrive en Europe, la lutte se déplace complètement avec les jeunes de l'Alliance, là, se déportent maintenant à La Haye. Et à La Haye, nous sommes de la diaspora, nous prenons la relève. Et là, c'était maintenant une lutte, une résistance panafricaine. Parce que parmi nous, il y avait des Camerounais, des Nigériens, des Maliens, etc. etc. Donc on va dire de 2002 jusqu'en 2000, on s'est organisé. Le COJEP, entre-temps, qui était un mouvement de pression, est devenu un mouvement politique, petit à petit. Et puis, bon, vers la fin, c'est devenu parti politique. Voilà, on ne va pas réveiller certaines choses ici, mais moi, je n'ai pas voulu que le COJEP devienne un parti politique.